Azul Flewen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature, de cinéma et de traduction. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Aline Akram et Stéphane Greiner. Aline, bienvenue à Berbère Télévision. Merci. Stéphane aussi, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, je commence par Aline. Donc, tu es dans le cinéma, tu es dans la traduction, tu es dans l'écriture. Hein. Donc, tu as traduit le livre de Zohor Al-Mendil. Il s'appelle Le silence des chemins. Tu peux nous dire un petit mot sur le livre? Oui, c'est une poétesse d'origine saoudienne. Oui. Elle a été surnommée la poétesse de l'homme, un petit peu en comparaison avec l'illustre poète arabe d'origine syrienne Nizar al-Qabbani. Donc c'est une poésie au premier abord assez légère, mais plus on s'avance, plus on découvre un univers très intéressant et spécifiquement féminin. Donc c'est une Saoudienne qui écrit, c'est un peu rare en Arabie Saoudite que les femmes écrivent un peu spécialement de la poésie. Disons, elle dit écrire ce n'est pas rare, mais porter sa voix publiquement, ça c'est vraiment Donc le livre rare. est publié aux éditions L'Harmattan. Comment est-ce que tu es rentré en contact avec elle? Comment est-ce que tu as pu donc traduire ces belles poésies que tu as lues d'ailleurs au niveau de certaines associations à Paris, n'est-ce pas? Oui, ça plaît beaucoup. Le public français accueille cette poésie avec beaucoup d'intérêt, de curiosité aussi. Donc voilà, la rencontre, elle s'est faite par un ami journaliste qui savait qu'elle était à la recherche d'un traducteur, de préférence poète, parce qu'elle pensait que ça allait être un peu plus intéressant. Et la rencontre s'est faite comme ça. Donc lors d'un de ses passages à Paris, il était question d'une rencontre autour de la poésie moyen-orientale. Elle était invitée. Et donc voilà, la présentation s'est faite comme ça. Et le courant est passé, voilà. Très bien. Je reviens à Stéphane. Tu viens de publier Vadim Royal, un polar prenant, bien écrit, hein, un style très fluide, qui nous donne des angoisses parfois. Hein. Dès le départ, c'est quelqu'un qui dit qu'il va tuer. Oui, c'est quasiment une confession. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui s'appelle Greg Vadim, qui fait sa crise de la quarantaine, on va dire ça comme ça. Et il ne rêve pas de traverser le monde sur une moto, il veut juste changer de vie. Il veut juste reprendre une vie normale et arrêter son métier un peu particulier. Et puis donc, tu nous fais voyager hein, à travers l'Île-de-France, certains coins de France, et puis aussi la musique est présente dans le livre. Oui, alors ça c'est quasiment une bande son en fait qui se déroule, qui suit l'histoire, et j'allais dire elle la devance parfois en fait. C'est plein de clins d'œil musicaux. J'aime bien l'idée d'avoir un personnage qui a besoin de musique pour avoir des repères, même pour lui en fait dans l'histoire. C'est tes propres goûts musicaux ou bien on ne sait pas trop? Il y a un peu des deux. Il y a en tout cas les goûts musicaux correspondent bien au personnage et à ses émotions aussi. Alors il ne s'agit pas d'appuyer comme sur certaines émissions ou avec un son. C'est plus pour le rendre sympathique. Il a quand même un métier particulier, quoi. C'est quand même aussi une façon de dire. Ce personnage-là, il a aussi des émotions comme n'importe qui. Tout à fait. Et puis donc, c'est un peu la suite de l'été des deux pôles, oui. French Bricolo 1. Oui, alors le French Bricolo, en fait, c'est son surnom parmi l'élite des tueurs professionnels. C'est une série, enfin, c'est quasiment je me suis lancé dans cette aventure quasiment comme presque un hommage au roman feuilleton des années 50-60
qu'on pouvait trouver. Et j'aimais cette idée de construire en fait une série de romans comme une série télévisée. Oui. Donc a priori, là pour l'instant on en est au tome 2, on devrait aller au tome 3, peut-être un tome 4 si l'histoire s'y prête. Pour l'instant... Le tome 3, il est déjà fabriqué peut-être ou bien... Il est écrit, il a encore besoin de quelques retouches. J'aime bien le fait de pouvoir reposer un livre quand on a fini d'écrire, l'oublier entre guillemets dans un tiroir. L'oublier un moment et peut-être revenir voilà, avec un autre regard, certainement. Voilà, exactement. Histoire d'être, de plus le considérer comme son bébé, mais le considérer comme un être vivant et qui ne nous appartient plus, quoi. Ça permet aussi de retoucher avec plus d'objectivité. C'est vrai. Je reviens à Aline pour nous dire peut-être un autre petit mot sur le silence des chemins. Alors, les thématiques de Zohor Al-Mendil en général, qu'est-ce qu'elle dit dans ses poésies? Elle s'adresse à l'homme, elle pose des interrogations. Il y a beaucoup de spiritualité aussi dans ses écrits. Elle est c'est un peu philosophique, et puis elle a un regard très... c'est une femme qui aime la nature et qui l'observe, donc le désert, les étoiles, tout ça. C'est un peu... ça nous rappelle un peu les anciens poètes de la péninsule arabique qui parlent beaucoup, qui sont fascinés par le désert et qui savent en parler. Donc on retrouve... Il y a une forme de soufisme dans son écriture aussi, n'est-ce pas? Je dirais, oui, c'est vrai. C'est une forme de soufisme, donc une certaine quête de l'absolu peut-être, n'est-ce pas? C'est vrai. Oui. Aline, toi aussi, tout comme notre invité Stéphane Greiner, tu es scénariste. Hein? Il y a deux thèmes, deux domaines qui vous relient. Alors, tu peux nous dire un mot sur ton travail de scénariste? Pour le scénario, j'ai toujours voulu être scénariste aussi loin que je remonte dans ma mémoire. Oui. Mais on me disait, c'est pas un métier en soi, on m'a toujours dit ça. Et je suis heureuse au jour d'aujourd'hui qu'enfin, qu'on puisse reconnaître que c'est vraiment un métier à part entière. Souvent en France, il faut passer par la réalisation pour être scénariste. Et donc, tu as aussi fait un court-métrage, entre autres, hein, oui, portrait d'une femme afghane. Afghane, oui. C'était ma période Afghanistan. Donc, j'étais fascinée. Je le suis un petit peu moins, mais toujours, par cette région de la Terre. Et c'était une femme qui me disait, j'en ai marre qu'en parlant de l'Afghanistan, on évoque que les talibans, il n'y a pas que ça. L'Afghanistan, c'est un pays magnifique, les gens sont d'une très grande gentillesse. Elle était fatiguée. Voilà. Est-ce que tu es partie en Afghanistan? Non. Une fois, mais c'était un passage. D'accord. Ouais. Et donc, des amis qui me disaient non, surtout pas, mais j'y retournerai par contre. Il y avait un projet justement de retourner avec elle pour faire un documentaire, pour réaliser un documentaire. Un documentaire sur le pays ou bien sur encore des femmes? Elle est médecin cancérologue, elle est peintre aussi. Et elle voulait, parce qu'elle avait avec d'autres médecins, ils ont été à l'origine d'opérations humanitaires là-bas, construire des hôpitaux et tout ça. Et elle voulait revenir quelques années sur les lieux pour voir où ça en est. Et le documentaire aurait été un petit peu ça, de rappeler, de dire que le problème est toujours là, il faut continuer à se battre et à aider ce pays. Et puis donc, je crois savoir aussi que tu es sur un projet de long métrage. Oui. C'est en tant que scénariste, co-scénariste. Co-scénariste du long métrage à venir. Oui, il s'agit de la vie de Florence Artaud. D'accord. Elle a été très difficile à accepter. Elle a jamais, on a toujours voulu qu'elle accepte de faire de sa vie un film. Elle a toujours été contre l'idée et aujourd'hui, elle a enfin accepté. Donc
Mais c'est en cours de développement. C'est en cours. On reviendra sur ces projets-là. Et je reviens à Stéphane, tu n'es pas à ton premier livre. Hein, donc, tu as commencé avec Saisie, un roman qui s'appelle Saisie. Oui, tout à fait. Oui, ça fait. Qui est sorti en 2002, c'est ça? Oui, il est sorti en 2002. C'est un roman noir, et pour le coup, un roman très noir, qui d'ailleurs a une vie mouvementée, parce que j'allais aussi bien que l'histoire, c'est-à-dire que c'est un livre qui a eu un succès critique à l'époque assez important. C'est-à-dire qu'il y avait un côté, pour moi, jeune écrivain, le côté aux innocents les mains pleines, c'est-à-dire que c'était vraiment mon premier roman qui était publié. Il y a eu un succès critique qui était plaisant à l'époque. C'est toujours très, très gratifiant d'avoir un regard comme ça sur son travail. Et par contre, ça a été une petite maison qui a eu beaucoup de difficultés, la maison a disparu depuis, il a fallu récupérer les droits, les reproposer ailleurs. Ce premier roman était quasiment une carte de visite. Ça m'a permis de publier d'autres projets, mais aux dernières nouvelles, il devait sortir en poche, mais a priori ça ne se fera pas dans l'immédiat, et donc mais il va finir par ressortir, Saisie, hein. C'est un roman qui C'est quoi cette histoire de Saisie alors? L'histoire, elle était d'ailleurs elle fait écho aujourd'hui, bizarrement à l'époque on n'y était pas encore, mais ça parlait de la crise économique d'une manière assez brutale, où je m'étais glissé dans la peau d'un homme d'affaires qui fait faillite, un entrepreneur qui fait faillite, et qui en fait perd en même temps quelque part son identité. C'est-à-dire que c'est ce qui l'a accompagné pendant des années, disparaît. Et en fait, c'est l'histoire, ça dure 48 heures, il kidnappe son repreneur en fait. D'accord. C'est une course-poursuite à travers la France. Ils traversent tous les deux, un kidnappé et un kidnappeur, qui parlent en fait, qui tentent de trouver une solution pendant 48 heures. Est-ce qu'il y a une possibilité de l'adapter au cinéma? Saisie, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs en cours. Enfin, c'est-à-dire que là, par contre, on a c'est un projet qui est en cours de développement. Là encore, le cinéma, c'est un processus assez complexe, assez lent. Mais oui, j'espère bien qu'on va pouvoir en faire un film. C'est un peu gratifiant aussi pour l'écrivain, et peut-être que ça lui ouvre d'autres horizons quand un film est adapté d'un roman, non? Oui, maintenant moi je suis venu à l'écriture du roman, j'allais dire, par l'image et par la musique. C'est-à-dire que mon premier souvenir de désir d'écriture, c'est à cause du cinéma, et c'est à cause de la musique. Je me souviens, je sais pas, je devais avoir 14-15 ans à l'époque, il y avait un chanteur suisse, Stéphane Escher, qui passait sur les ondes beaucoup en France. Déjeuner en paix. Exactement, et Déjeuner en paix, c'était une chanson, et je me rappelle avoir acheté la cassette, et de découvrir que derrière ça, le parolier était un écrivain, et également, qui était Philippe Jean. Tout à fait. Et qui était également à la base des films 37 de le matin, et également si je me souviens bien, de Bleu comme l'enfer. Ce sont des romans aussi. Hein, voilà, en tout cas, exactement. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours été attiré par raconter une histoire, et finalement un roman c'est un moyen comme un autre. Le scénario en est un, le roman en est un autre, la nouvelle en est une autre, la musique, la chanson, écrire des textes de chansons aussi, c'est une autre façon de raconter des histoires. Tout à fait, de communiquer avec l'autre, probablement de raconter une philosophie, pour paraphraser Albert Camus, pour le roman. Aline, tu m'avais parlé tout à l'heure d'un travail avec France 3, Empreinte. Ouais, ça c'était les débuts, quand je suis, j'ai essayé d'arriver à ce métier. Donc j'avais travaillé à une certaine époque dans une
société de production, la Certis. Ils font beaucoup de documentaires, de reportages, ils travaillent beaucoup avec France 3. Et donc j'avais participé, il y avait pas mal de projets lancés à une époque, justement c'était Empreinte. Il fallait parler des grandes personnalités qui ont marqué notre siècle. Des personnalités politiques ou bien il y avait de tous les domaines, c'est ça? De tous les domaines. Donc moi, c'était cette époque-là, mais on avait réalisé un reportage que j'ai beaucoup aimé, c'était Paris Gangster. Oui. C'était sur le... Enfin, on essayait de comparer un peu le banditisme des... À travers les époques, voilà, peut-être. qu'est-ce qui a changé au jour d'aujourd'hui. Voilà, il y avait aussi les années Twist, c'était pas mal. Donc voilà, c'était des projets comme ça. Et après, petit à petit, j'avais de plus en plus envie d'aller plus vers la fiction et plus d'aller vers... Est-ce que c'est facile aujourd'hui d'aboutir à réaliser quelque chose, que ce soit en court-métrage ou bien en long-métrage? Est-ce que ça devient de plus en plus difficile? Je pense qu'il n'y a jamais rien qui est facile, à part la critique, ce qui paraît. Oui. Et sinon, l'art, c'est toujours difficile. Oui, c'est très difficile parce que ce n'est pas par hasard qu'on parle d'industrie. Il faut connaître les réseaux, si on ne les a pas, c'est extrêmement compliqué. Et puis, si, c'est très très difficile. À Paris, on a besoin de ces réseaux-là, parce qu'on en parlera probablement aussi même dans l'édition. Oui, c'est difficile. Moi, pour rencontrer certaines personnes qui sont décideurs, comme pour le CNC, oui. Il faut connaître... Il faut connaître peut-être la bonne personne, la personne qui peut réellement t'aider. Pas tellement ça, même si ça peut beaucoup aider, déjà à orienter, à savoir, parce que c'est un business quand même, il faut le savoir. Donc je sais que pour le CNC, c'est plus, c'est moins. Donc quand vous présentez un projet, il faut avoir le plus de plus pour que le projet soit accepté. Accepté et qu'il puisse y avoir une chance d'être subventionné pour pouvoir travailler dans des conditions correctes. Est-ce qu'il y a des thèmes, par exemple, qui sont porteurs? Est-ce que, par exemple, la vie des femmes ou bien leur combat est porteur ou bien c'est un cliché qu'on se fait? Ouais, je pense que ça fait partie des... Oui, ça pourrait l'être. C'est en train de devenir de plus en plus dans l'air du temps. Mais moi, justement, vous soulevez un point qui est très, très important pour moi. Le cinéma, on l'aime aussi pour la part du rêve et du purement artistique. Et à un moment donné, c'est vrai que j'en avais marre d'avoir la sensation que pour tout ce qui est aide, on privilégie la misère sociale. C'est comme cette amie qui me dit, j'en ai marre, c'est vrai qu'il y a des problèmes en Afghanistan, mais il y a autre chose. Ah oui, cette amie, elle est elle-même afghane? Elle est afghane, elle est d'origine afghane, sa famille avait émigré, ils sont partis tous quand il y a eu la guerre, les débuts, quand les talibans sont arrivés. Tous les membres de sa famille ont choisi les États-Unis, elle a choisi la France. Ils se sont exilés, bien sûr, ils ont pris les chemins de l'exil. Elle a choisi l'Europe et la France en particulier par amour, parce qu'elle est attirée plus par... la culture française, éventuellement, oui. Et au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est déçue, mais elle commence vraiment à perdre ses illusions. À un moment donné, elle s'attachait, elle était cramponnée au fait que je puisse, moi, porter sa parole à l'écran, mais c'est vrai que c'est difficile. Il y a des sujets qu'on élimine d'emblée. Ça intéresse personne de voir une femme afghane, mais elle est complètement... Tu crois que, par exemple, les médias dominants aujourd'hui ne montrent encore qu'une facette de ce qui se passe en Afghanistan? Oui, peut-être même aujourd'hui en Syrie, peut-être oui, toujours en Irak. La même chose. Tu connais un peu cet univers de l'Orient? Oui, je connais. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une dictate il y a un angle... un angle privilégié qu'on essaie d'imposer peut-être. Complètement, au détriment de tout le reste, et on finit par être envahi par des clichés qui deviennent, eux, la réalité. Et c'est très difficile de faire entendre d'autres voix, d'autres... Et puis pareil, là, j'étais au festival de Dubaï, le 10e, c'est pareil, les films qui... C'était quel festival? Ça s'appelle comment à Dubaï? Donc tu viens de rentrer de Dubaï, oui. Oui,
je participe. Et là, en principe, je devais participer avec un court-métrage cette année. Et finalement, j'ai laissé tomber à la dernière minute parce que j'ai vu qu'il y a quand même une ligne éditoriale. Ça va. Et puis, d'ailleurs, c'est insupportable de voir que des films qui. Enfin, c'est sur la misère sociale, la guerre. J'ose espérer que la vie a autre chose, même s'il y a... Oui, tu le dis si bien, tu dis que le cinéma peut donner, le documentaire aussi, du rêve, oui. Oui, on peut parler des réalités, ok. Oui, bien sûr. Pas de déni, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Le cinéma ne peut pas devenir un instrument de tout ce qui ne va pas sur la planète. Il y a tellement de choses qui... Tout à fait. Je reviens à Stéphane. Et donc, tu as publié au Fleuve Noir deux textes, deux livres. Le Hold-up des silencieux et Paradis à vendre. Alors, le premier paraît en 2010. Alors, ce Hold-up, c'est quoi? C'est un personnage que j'ai créé. Là, on est... c'est un enquêteur freelance, ce serait un inspecteur moderne, c'est-à-dire qu'il c'est plus un privé, enfin, c'est un trentenaire. C'est Joshua Gallagher. Joshua Gallagher qui est d'origine canadienne, qui n'enquête plus en parallèle de la police, il enquête au sein des grandes entreprises, de tout ce qui peut se tramer dans une société mondialisée. Et le hold-up des silencieux, se passe clairement au moment de la crise de 2008. C'est-à-dire que le point de départ était vraiment... c'est exactement, ça exactement. Et Paradis à vendre en était une suite qui se passe en Floride, mais côté golfe du Mexique, qui est une région que j'aime beaucoup. Et j'y étais pendant la crise immobilière en Floride, et ça avait quelque chose de... Là encore, on parle de façon de déformer les choses dans les médias. En France, on avait effectivement l'impression que tout le monde que c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Mais il y a une façon de le montrer qui sous-entendait que tout ça était... que tout le monde vivait ça de la même manière. Or, en fait, c'est une exagération. Ce qui s'est passé en Floride, c'était une exagération de notre société à nous. Même si on s'en défend, c'est-à-dire que devant son écran de télévision, on se dit « Ah oui, ça ne peut pas arriver chez nous, on a des garde-fous, on a ceci, on a… » Et donc, ce que j'ai découvert en Floride, je me suis dit « Tiens, c'est finalement, si j'aimerais bien le romancer, parce qu'on n'est pas là non plus uniquement pour parler de choses difficiles. Le fait de se cacher, entre guillemets, derrière un enquêteur, donc en reprenant les codes du thriller, ce qu'ils appellent aujourd'hui du techno-thriller ou du polar, permet de passer certaines informations, donner un instantané d'une société. C'est peut-être de la fiction, mais il y a quand même des éléments qui sont il y a beaucoup d'éléments qui sont dans la réalité de ces pays-là. Oui, oui. Et donc toi, tu es quand même un grand voyageur. Oui, donc oui. Tu as été au Canada, à Los Angeles, et tu as même suivi, m'as-tu dit tout à l'heure, la campagne des bénévoles d'Obama. Oui. Alors, comment ça s'est passé tout ça? En fait, moi, j'ai toujours voyagé. D'abord, on vient toujours de quelque part. Mais je veux dire, mes grands-parents se sont installés en France. Ils ont immigré en France. Il y a toujours quelque chose, cette idée du mouvement, en fait, qu'on garde en soi quelque part. Et mes grands-parents maternels, donc, ils sont arrivés en France. Je crois qu'il y avait un frère qui a continué aux États-Unis. Et donc, en gros, j'ai toujours été de manière très inconsciente, entre deux cultures dès le départ. Et donc, j'ai mes parents qui voyageaient aussi beaucoup, et ce goût du voyage, alors tant qu'il est touristique, c'est du voyage d'agrément, mais j'ai gardé très tôt à l'âge adulte le besoin d'aller voir ailleurs. Et tes parents, ils venaient d'où? Tes grands-parents plutôt? Mes grands-parents venaient du Caucase, d'Ukraine, du côté de ma mère. Mon grand-père, du côté de mon père, a fait l'inverse, c'est-à-dire que lui, il est né en France, mais il a vécu une grande partie de sa vie en Espagne puis aux États-Unis. Il a des sœurs au Canada.
Donc tout ça fait que le voyage est dans les, j'allais dire dans les gènes, Dans ou en les tout gènes cas de la famille, voilà, hein. exactement, ouais. Voilà, dans les chromosomes. Ouais, exactement, ouais. C'est un grand atout, ça. Oui, c'est une grande chance quand effectivement on peut décider d'aller quelque part de son plein gré, évidemment. C'est une grande chance. Je me dis toujours que la France est un pays où on est entouré d'océans et en même temps, alors, on est quand même un peuple très, très sédentaire, quoi. C'est-à-dire qu'on est très attaché à ces régions et pourtant on est ouvert sur le monde en permanence puisqu'on est bordé d'océans. Tout à fait. Et donc, la première fois que tu arrives en Amérique, Oui. qu'est-ce que tu ressens, Stéphane Greiner? Je pense pas que mon premier voyage. Eh bien, je sais tu pas, avais déjà cette Amérique dans la tête, dans les histoires, non? Ou pas nécessairement. Moi, la première fois que j'ai débarqué aux États-Unis, je dirais que je ne suis pas allé aux États-Unis. Je suis allé en Californie, qui était pour moi presque, c'est quasiment un État indépendant, la Californie. Il y a c'est tellement vaste qu'on peut pas résumer un pays aussi vaste à une ville ou à une région ou à un État. Mon premier contact a été, j'avais l'impression d'avoir toujours été là. En fait, c'était très bizarre. C'est qu'en même temps, tout m'était étranger. Mais comment se fait-il? Tu avais l'impression d'être dans un pays que tu connais tout déjà. à fait, tout à fait. C'est tes lectures, c'est le cinéma, c'est la oui, famille. alors, je pense qu'effectivement, on est quand même abreuvé d'images venant d'Hollywood notamment, mais moi, la première fois que je suis parti aux États-Unis, en décidant d'y rester, ou en tout cas de prendre contact avec ce pays, c'est une coïncidence, mais c'est l'époque où mon grand-père, lui, décide de rentrer en France. À l'époque où il faisait Il fait l'inverse. l'inverse. Et donc j'étais effectivement sur une terre pas connue, mais en tout cas où j'avais des repères inconscients. Et ça, c'est quelque chose que je garde j'essaie toujours de transmettre dans mes personnages. Tous mes personnages dans mes romans sont de grands voyageurs. C'est-à-dire que il y a une forme de nomadisme. Oui, oui. Le plus dur étant de se dire, ok, on se pose où et quand? Ça, c'est une question qui revient donc Voilà. à travers tes personnages. Oui, oui. Est-ce que cette question est revenue dans L'été des deux pôles? Donc, c'est French Bricolo 1. Oui, le French Bricolo. Oui, oui, lui, c'est un voyageur. J'allais dire, c'est un tueur à gages, mais je le considère quasiment comme une métaphore Oui. du cadre supérieur qui voyagerait beaucoup. Dans quel sens? Dans le sens où c'est quelqu'un qui voue son existence à son travail. Donc il est tout le temps sollicité aux quatre coins de la planète. Et un jour, il vit un peu. C'est quelqu'un qui, au départ de l'été des deux pôles, c'est quelqu'un qui vit dans des hôtels et dans des salons d'aéroport. C'est un grand spécialiste de tous les salons d'aéroport. Il connaît Doha parce qu'il connaît uniquement le salon d'aéroport de Doha. Il connaît Singapour parce qu'il connaît essentiellement l'hôtel qui est à côté de la piste et un salon d'affaires. Sa vie, et tout d'un coup, lui, il va prendre conscience, en tout cas, qu'il ne peut plus continuer comme ça. Et ce qu'il veut, ce retour à une vie entre guillemets normale, c'est-à-dire quelque chose de plus stable, mais le faire où? Surtout que dans le personnage de Greg Vadim, c'est quelqu'un qui a fui pour des raisons de sécurité, qui a fui la France, et qui doit maintenant reprendre pied dans un pays comme la France qu'il a quitté quasiment 20 ans plus tôt. C'est aussi ça, c'est ce contact avec un pays, même si c'est un tueur à gages, c'est ce contact avec un pays qu'il croit connaître puisque c'est le sien, mais entre-temps, il s'est nourri d'autres choses ailleurs. Tout à fait. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec Stéphane Greiner et Aline Akram. Donc tout à l'heure, Stéphane nous disait des choses à propos de ses voyages. Aline aussi est dans cette optique des voyages, puisque tu viens aussi de Constantine, d'Algérie. Hein, tu viens de la ville de Massinissa. Oui. Et de Béjaïa aussi. Tu as des origines kabyles, oui, de la vallée de la Soumam, Béjaïa, Vgaïet, c'est ça? Tout à fait. Et
Je l'ai su il n'y a pas très 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 longtemps et ça m'avait expliqué beaucoup de choses. Par exemple, parfois, qu'est-ce que ça bah, t'avait expliqué? Ça t'avait déjà, expliqué que des choses que tu avais en toi-même? oui, l'attirance par exemple pour la langue berbère. Oui. Et je ne comprenais pas et pourquoi cette langue me fascine, pourquoi elle m'attire, puisque je suis plus... j'aime en fait, par le fait d'être interprète, c'est vrai que je m'intéresse aux langues d'une langue à une autre, en oui, général. bien sûr. J'ai fait les langues zo, j'ai essayé de m'intéresser au hindi à une époque, l'ourdou, le persan, la langue arabe, le français bien sûr. Mais je ne comprenais pas cette attirance extrêmement viscérale pour la langue berbère. Et donc j'ai... Tu as essayé en tout cas de te rapprocher de cette culture, de cette langue. Oui, j'essaye d'apprendre déjà. Alors on me dit oui, mais il faut s'y mettre très jeune, mais c'est le cas pour toutes les langues. Bien sûr, c'est pour le ça cas pour toutes les langues. Je regrette un petit peu, c'est mon grand regret. En France, on devrait être polyglottes tous, et je me dis on a une telle chance d'entendre et de côtoyer autant de langues, et malheureusement, bizarrement, eh ben non, on a du mal. On a du mal avec les autres langues, et je me suis toujours posé la question pourquoi. Donc c'est un débat ouvert. C'est un débat ouvert et tu disais à propos des voyages, donc tu es rentré, je crois, donc, de Dubaï, et tu as fait un saut en Égypte, et il n'y a pas longtemps tu as été en Turquie. Tu es un peu branché sur le voyage oriental. Oui, ça me vient de mon père, parce que lui, il avait quitté l'Algérie une première fois dans les années 40 pour aller vers l'Orient. Il refusait la guerre, il refusait ce qui se passait en Algérie, il était jeune à l'époque et il n'a pas réussi à trouver sa place ni dans un camp ni dans l'autre, donc il avait préféré partir. Donc il avait beaucoup voyagé, la Syrie, l'Irak, il avait atterri en Jordanie où il avait fait des études et c'est de lui que m'est peut-être venue cette... amour du voyage, cette attitude à aller et particulièrement vers l'Orient. Oui. Et puis donc tu as séjourné récemment à Constantine. Comment est-ce que tu as retrouvé Constantine? Ben justement, j'étais agréablement surprise. C'est vrai, oui. C'est bien ça. Comment? Oui, tu peux nous raconter ça alors? Parce que comme tout et toutes les Parisiennes, on a tendance à râler pas mal, on n'est jamais content. Et ben Constantine, c'est une ville qui est extrêmement particulière. Oui. Elle a un mystère, ça, c'est un fait. Tout le monde s'accorde à dire cela, les gens qui... Et j'ai été agréablement surprise parce que elle résiste. Elle résiste parce que, contrairement par exemple à toutes les villes où on voit des constructions qui défigurent les villes, ce qui est très très dommage. Oui, l'espace urbain. Voilà, je regardais hier un documentaire sur Beyrouth et on découvre l'ancienne Beyrouth sublime avec ses jardins et tout, qui est complètement défiguré de plus en plus. Et donc Constantine résiste, donc c'est ça la surprise, c'est que voilà, il y a une forme de résistance de ce côté-là. Et on s'intéresse de plus en plus au patrimoine, on commence à avoir cette culture de préserver ce qui est... les choses anciennes et qui sont belles et qui nous relient. Tu penses qu'on est dans une phase où on va donner un peu une grande importance à la culture, par exemple, Constantine étant une ville d'histoire? Une ville d'histoire, elle va être sous les projecteurs pour 2015, puisqu'elle va être capitale, Constantine, capitale de la culture arabe. Oui. Donc... j'espère voilà. qu'ils vont donner un espace à la culture amazigh quand même. En fait, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ce soit le cas, parce que justement, beaucoup de personnes qui sont constantinoises, eh ben, ils sont d'origine kabyle et chaoui, donc ils voilà, sont berbères, mais ils viennent de Béjaïa, beaucoup. Ah oui, tu penses qu'une grande majorité d'habitants de Constantine viennent de Bgaït? Oui. Bgaït, c'est Béjaïa en berbère. Oui, ben exactement. Donc peut-être qu'on ne le sait pas, on ne le dit pas pour une raison, pour une autre. En tout cas, c'est une réalité historique. Est-ce qu'eux-mêmes le savent ou bien je pense que ça dépend. Certains le savent. Certains le savent. Certains le savent. Ceux qui sont dans la recherche un peu, comme moi, finissent par le découvrir. D'autres, non, ils le savent, mais peut-être pas tant que ça, parce que sinon je l'aurais su beaucoup plus tôt. Tout à fait. Mais Constantine reste une ville conservatrice quand même, ah oui. n'est-ce pas? Oui.
assez islamisée. Hein. Est-ce qu'il est possible de voir aujourd'hui des femmes non voilées à Constantine dans la ville? Non, à l'exception de moi, peut-être pas beaucoup. Mais oui, c'est vrai que c'est assez rare quand même. C'est rare, oui. Il y a des... Alors qu'il y a 30 ans, il y avait encore des femmes non voilées à Constantine, n'est-ce Oui, pas? il y avait la fameuse Mlaya, c'est très... Oui, la Mlaya de Constantine. C'était en deuil. C'est une histoire d'ailleurs qui sera le sujet d'un de mes longs métrages. C'est vrai, oui, c'est en hommage à Ahmed Bey. Oui. Semble-t-il, c'est après la défaite, donc après sa fin, que les femmes constantinoises ont porté la Mlaya. Oui, elles ont décidé de porter le deuil. Il faut croire que c'était un bon petit roi, j'imagine, pour qu'on l'aime à ce point-là. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a motivé ce geste. Est-ce que ça a été un acte politique? Je ne crois pas. Je pense que c'était un élan. Donc c'est intéressant de... C'est un bel hommage de la part des femmes à un souverain, oui. Un souverain d'origine turque. Oui, je trouve justement, et je me pose la question, pourquoi? Et donc j'avais commencé à faire des recherches et j'ai appris beaucoup de choses. C'est un souverain qui a eu des problèmes avec l'émir Abdelkader. Ils se sont affrontés. Ça, je ne le savais pas par contre. Si, ils se sont affrontés militairement. Ça, c'est toute une histoire qui est souvent méconnue. Hein. Mais oui, je trouve qu'on connaît très peu... notre histoire, et quand on parle le voile, je dis il faut plutôt lever les voiles ou lever plutôt le voile sur cette histoire qui est extrêmement riche. Tout à fait, enrichissante à bien des égards, bien sûr. Vrai. Je reviens à Stéphane. Stéphane, alors tu es donc écrivain, scénariste, grand voyageur et aussi éditeur. Oui. Ah, tu t'es lancé quand même, ce n'est pas facile. Oui, c'est-à-dire que l'été de Pôle et Vadim Royal sont édités par une structure que j'ai créée pour, eh bien justement, pour pouvoir faire vivre certains projets. Je suis parti, moi j'ai été édité par une petite maison d'abord, ensuite par un Fleuve Noir qui fait partie d'un très grand groupe. Tout à fait. Mais je me suis toujours quand même posé la question. Parce que c'est vrai que le marché du livre, on parle du marché du livre depuis des années, il faut défendre le livre, c'est un discours qui est récurrent, qui n'est pas, pas seulement ces dernières années. On a la chance effectivement d'avoir un système où il y a un prix unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas brader un livre, et c'est une fois que le prix est fixé par l'éditeur, on est censé, en tout cas, il y a plus ou moins 5% avec des remises, mais en gros, le prix ne bouge pas. Et moi, je me suis quand même toujours fait la réflexion de me dire, mais pour lancer un auteur, pour faire connaître un auteur, faire des grands formats à 20-25 € parfois, enfin je prends les extrêmes, hein, parce que en gros, un livre en grand format de fiction, ça tourne entre 17 et 23 €. C'est quand même beaucoup d'argent pour découvrir un auteur. Le prix en soi du passage franc à euro n'a pas vraiment bougé, sauf que il y a... 20 ans en arrière, on va dire, il n'y avait pas 300 chaînes de télévision, il n'y avait pas Internet en flux continu, il n'y avait pas de la vidéo, ce qu'on appelle la vidéo on demand, c'est-à-dire qu'on peut télécharger depuis son canapé une série télévisée, un film, etc. etc. Et donc évidemment, le livre se retrouve en concurrence maintenant avec la culture du loisir dans une proportion qui est faramineuse, qui est permanente. Pour revenir au livre, je me suis dit, mais pourquoi on passe toujours, c'est dans l'industrie du livre, parce que c'est aussi une industrie, pourquoi on passe par un grand format, et puis si jamais les ventes sont intéressantes, on passe au format poche. À une époque, la maison Rivage, en tout cas sur les polars, faisait découvrir les auteurs de polars, notamment français, dans un format qui était semi-poche. Ouais. Et ensuite, quand il y avait un succès, ça passait au grand format. Je trouve ça quasiment plus logique. Aussi, moi j'ai eu à un moment donné, je me dis, j'en ai assez d'attendre. Attendre mon tour, un peu comme si j'étais dans une file d'attente à la sécurité sociale, en me disant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on développe une histoire? Est-ce qu'on essaye d'aller à la rencontre d'un lecteur ou d'une lectrice en lui disant, voilà, je ne suis pas très connu, mais en tout cas, voilà mon travail, je vous ouvre une petite porte. Ça va vous coûter le prix d'une place de cinéma. Voilà, c'est 10 €. 10 € le ça va bouquin. vous coûter le prix
d'un café et d'un paquet de cigarettes, etc. Et donc, en gros, c'est de se dire, ok, si ça vous plaît, eh ben c'est super, vous allez découvrir un univers pour entre guillemets, une petite somme. Si ça vous plaît pas, c'est un peu comme une place de cinéma à 10 €, vous dites, bon, bah, c'était pas pour moi, c'est pas très grave. Ouais. Quand vous achetez des livres, on s'étonne que les gens achètent moins de livres, mais moi, je me mets à la place, et même moi personnellement, il est quand même très rare que dans l'année, j'achète plusieurs livres à plus de 20 €, peut-être un ou deux, mais en général, j'achète du poche ou du semi-poche. Et ça, c'est une constante, et c'est le point de départ de cette collection. Au-delà du contenu, c'était la forme, c'était un format semi-poche qui soit agréable, un peu de qualité. Tes livres sont vraiment de qualité et tu as tenu à les faire ainsi, donc oui, avec oui. une vraie impression, n'est-ce pas? Oui, exactement, un imprimeur qui est dans la Nièvre, qui travaille avec beaucoup de maisons françaises et étrangères aussi, mais en tout cas, ce sont des gens qui connaissent très bien leur métier. Alors, j'ai du mal avec le terme auto-édité, c'est-à-dire que il y a toujours un côté un peu condescendant avec l'auto-édition qui sous-entendrait que c'est faute de mieux. Non, c'est pas faute de mieux. Je prends l'exemple extrême, c'est Gérard de Villiers, hein, l'auteur des SAS, qui un jour s'est dit, bah, écoutez, c'est bien gentil, mais moi, je peux le faire aussi. Donc, il a fait dès ses débuts, il a tout compris. Hein. Et donc, il ne s'agit pas de contourner le système en place, c'est pas ça. C'est de dire aussi, bah, écoutez, tout le monde se plaint que le marché du livre est en tout cas, on est devant une situation qui est on a, je ne sais plus combien de milliers de nouveautés par an, avec moins de lecteurs, c'est de moins en moins de lecteurs. Donc il faut, si on veut continuer à donner le plaisir de la lecture, plutôt que d'acheter des livres d'occasion, parce que le livre d'occasion, ni l'éditeur, ni l'auteur, ni les gens qui ont travaillé dessus continuent à gagner de l'argent. Au moins, essayons de proposer quelque chose d'alternatif, un objet, un bel objet. L'avantage du livre, c'est que c'est un objet qui se transmet. C'est-à-dire que vous pouvez le donner, vous pouvez le vendre si vous voulez. Et on peut le donner, on les retrouve dans les maisons, on les retrouve chez des amis, on les retrouve dans la rue. C'est quand même, il y a une dimension de liberté encore dans l'objet livre qui est assez intéressante. Et la distribution et la diffusion alors, en tant qu'éditeur, comment ça marche? C'est encore c'est le nerf de la guerre. C'est peut-être le vrai problème pour un éditeur. C'est le vrai problème. Il ne s'agit pas de faire en France, en gros, il y a 3 gros distributeurs. Ces 3 gros distributeurs, on n'a pas besoin de les nommer, hein, de toute façon. Bien sûr. Ils sont tous rattachés, ils appartiennent à des gros éditeurs. Des gros groupes aussi. Des gros groupes. Et donc, après, il y a beaucoup de petits distributeurs. Nous, pour la collection LG, chez Stéphane Griner Productions, on travaille avec un, entre guillemets, petit distributeur, mais qui ont une vraie force de distribution aussi. Maintenant, c'est vrai que c'est un réseau qui se construit. Il y a aussi un système qui est quand même assez, j'allais dire, qui est le vice du système du livre actuellement en France, qui est le fameux retour, c'est-à-dire que le retour du libraire. C'est-à-dire que sur la chaîne du livre, il faut savoir que le libraire qui gagne très peu d'argent sur un livre, hein, parce qu'il a ses charges, il a souvent son fonds de commerce, le bail, etc. etc. Les marges du libraire sont, en fin d'année, sont ridicules. Évidemment, pour éviter, surtout avec des stocks, il y a, il va prendre 10 nouveautés. S'il en vend 2, il va renvoyer les 8 à l'éditeur, en tout cas au distributeur. Tout ça est facturé par la distribution. Et donc, ça crée, quand on dit tel bouquin a été imprimé à 50 000 exemplaires, ah oui, mais il est mis en place, sous-entendu, on laisse entendre que c'est un succès, il est mis en place à 50 000 exemplaires, c'est pas vrai. Il va peut-être se vendre
tant mieux pour l'auteur, tant mieux pour l'édition, il va peut-être se vendre à 50 000 exemplaires. Mais en général, il est mis en place partout. Ce n'est pas évident, hein. À titre d'exemple, même la presse magazine qui se rapproche un peu du livre, aujourd'hui a d'énormes difficultés, hein. Un journal, un magazine comme le Nouvel Obs est tiré chaque semaine à 500 000 exemplaires. Il ne vend que 50 000 exemplaires par semaine. Oui, ce qui est très peu par rapport au tirage. C'est pour aller dans le sens de ce que tu dis pour le livre. C'est devenu un système complètement fou. C'est-à-dire pour le livre, il faut savoir que on a, d'ailleurs, les professionnels du livre prennent pour argent comptant le fait que c'est pas grave, on balance des livres. Donc c'est une espèce de cavalerie virtuelle permanente. Parce qu'en fait, et nous, sur cette collection-là, je dis nous parce que c'est un travail d'équipe, même si je suis une équipe réduite, mais on est un travail d'équipe. J'ai une correctrice avec qui je travaille, qui est aussi éditrice freelance. Il y a l'imprimeur, il y a le distributeur, et il y a surtout les libraires. On a encore une chance inouïe en France, c'est qu'on a de vrais libraires. On a peut-être de moins en moins de vrais éditeurs dans les grands groupes. Mais les libraires sont toujours là. Oui, ils sont là. Et en 4 coins de la France aussi. Ils sont partout. Ils sont partout. Alors, évidemment que à un moment donné, il y a aussi la concurrence d'Internet et que ça ne pourra pas. Il y aura forcément des restructurations à un moment donné. Est-ce que tes livres, on peut les avoir par Internet, Stéphane Greiner? Alors, j'ai arrêté je ne suis pas anti-Amazon, hein, mais parce que bon, c'est vrai que c'est un discours ambiant. C'est vrai que, par contre, je trouve leur politique vis-à-vis des petits éditeurs très dangereuse. Donc moi, j'ai stoppé mon compte Amazon professionnel. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'il continue, quand on tape sur Amazon, il continue à être sous-entendu indisponible. C'est une espèce de guerre psychologique. Amazon a un avantage incroyable si vous vivez au milieu du désert ou au fin fond de la campagne, on peut vous envoyer le livre. Sauf qu'en fait, les gens qui commandent sur Amazon la plupart du temps, vivent dans une zone urbaine où de toute façon des libraires, ils en ont. Des livres d'occasion, il y en a, etc., etc. Donc moi, sur Internet, on me trouve sur un site indépendant qui s'appelle c'est une publicité, enfin, c'est pas uniquement pour mon livre, hein, là c'est vraiment une publicité pour tout un système à mon sens, qu'il faut quand même un peu défendre. Ça s'appelle la librairie.com. Il y en a d'autres, hein. Il y a la librairie.com où en fait ce sont des libraires qui on commande directement chez un libraire le plus proche de chez soi. Il y a également un système équivalent, la place des livres qui fonctionne, qui est d'autres réseaux indépendants. Il y a plein de réseaux, en cherchant un petit peu, ça prend 30 secondes, il y a plein de réseaux indépendants. Sur Paris, ils ont fait un système qui regroupe Paris Librairie, qui regroupe un certain nombre de librairies sur la capitale et en région. On peut voir ça sur Internet, on peut savoir où on peut trouver un livre, effectivement, et on peut très bien sur ces librairies, tout à fait. Il y a même des libraires qui sont dits indépendants, je n'en ai pas en tête comme ça, mais il y en a plein qui, par exemple, vous pouvez commander un livre, je prends un exemple au hasard, à Bordeaux, si vous habitez n'importe où dans le monde, ils vous le livreront quand même, comme Amazon. Ce que ne sait pas le client, et ça il faut le dire chez Amazon, c'est que quand on dit « Ah oui, mais c'est génial, le livre, je ne paye pas de frais de port », mais ils sont bien payés par quelqu'un. Ils sont payés soit par l'éditeur, soit par le distributeur. Nous, on avait fait le calcul qu'un livre acheté neuf chez Amazon nous coûtait de l'argent. C'est-à-dire que le temps, c'est qu'Amazon ne stocke pas, contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas de stock. Il faut faire des demandes exceptionnelles de stock. Et ça, c'est une démarche intéressante. C'est-à-dire, ils ont créé un système, mais en fait, on crie au loup maintenant, alors qu'en fait, les grands éditeurs ont accepté des conditions vis-à-vis d'un groupe comme Amazon il y a déjà des années. Et le mal est entre guillemets fait, mais d'ailleurs même aux États-Unis, et après j'arrête sur ce sujet-là, les auteurs américains, les libraires commencent à se dire, bon, Amazon, tant qu'il était le maverick, l'outsider, oui. Ils aiment bien ça, c'est la culture américaine voilà, le type est parti de rien quasiment, tout à fait. De rien, ou peut-être pas forcément, mais en tout cas, il a monté, il a gravi la montagne du succès. Maintenant qu'il a une politique quasiment, c'est un auteur américain qui a dit ça, qui a une politique de la terre brûlée, ça devient, c'est plus possible, c'est-à-dire que ça va trop loin, c'est ce besoin de contrôle, voilà. En tout cas, si on veut continuer à acheter des livres, et à lire des livres, et à découvrir des livres, il y a plein de systèmes
pour continuer à et trouver des livres physiquement ou même par internet. Mais en tout cas, il faut juste se poser la question, ok, avant de cliquer, qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh bien, c'est bien que tu nous dises tout ça. Peut-être que ce n'est pas connu du grand public. Aline Akram, donc il y a aussi un autre problème. Certains disent que le livre papier va disparaître. Toi qui vas, tu me l'as dit, te mettre sur un roman bientôt, bien sûr. Est-ce que les tablettes, c'est quelque chose que tu peux utiliser dans ta vie privée? Est-ce que tu lis des livres en tablette? Non, pas tant. Moi personnellement, ça m'arrive, mais je suis plus adepte de. Moi, j'ai besoin de contact. Le livre a quand même un certain charme, hein, le toucher, ce n'est pas la même chose. Non, non, ça n'a rien à voir. Je dirais, c'est peut-être comme. Bien sûr, tout ce qui est la technologie et tout, moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour quand on dit avant c'était mieux. C'est un petit peu, je trouve que. Tu es pour le progrès, donc. Pour le progrès, bien sûr. Mais si on est en voyage, est-ce que le livre papier va disparaître à ton avis un jour? Moi, personnellement, je ne crois pas. Non, je ne crois pas non plus. Je sais, Stéphane ne le croit pas. Je ne suis pas convaincu de ça. Non. Je pense que la tablette est très pratique, effectivement, pour quelqu'un qui voyage peut-être, qui peut prendre plusieurs livres. Voilà. Maintenant, c'est comme le principe de la musique, où aujourd'hui, vous pouvez embarquer sur une clé des milliers de morceaux, et pour en écouter quoi? Peut-être toujours une centaine, les mêmes. Donc, je pense que ça va être parallèle, contrairement à ce qu'on a pu croire. Le livre, le fameux e-book, le format numérique, ne va pas remplacer le livre papier. Ça va probablement, on va devoir faire des ajustements, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer à publier autant de livres pour faire vivre une machine infernale. Mais le livre papier, je ne crois pas à ça. Je vois pas les gens où on est constamment sollicité par des écrans tout le temps, se mettre dans un fauteuil ou au lit avec encore un écran. C'est-à-dire que c'est à terme, le papier va perdre. Il a eu plusieurs vies, le papier, hein, depuis Gutenberg, il en a eu plusieurs, il est toujours là. Exact, il est toujours là. Je crois personnellement qu'il sera toujours là, et y compris dans les médias, parce que certains pensent que le papier en presse va disparaître. Je doute un peu, parce que c'est toute une vie aussi, y compris pour le journal. Aline, je voudrais, si c'est possible, que tu nous dises, est-ce que le silence des chemins, donc publié aux éditions L'Harmattan, de Zohor Al-Mendil, a eu un petit écho à Paris? Oui, chaque fois qu'on a... Même si, je crois savoir, les médias n'en ont pas beaucoup parlé. On n'a pas cherché C'est vrai? À contacter. Elle a été quand même reçue à France 24, à certaines... C'est déjà ça quand même. Oui, il y a un intérêt. Donc peut-être parce que ça coïncide avec l'écrivain a été reçu à France 24. Oui, peut-être ça coïncide avec la sortie du film qui a fait beaucoup de bruit, de cette Saoudienne, Wajda, je pense. Oui, donc peut-être en résonance avec ça, donc on se dit tiens, les Saoudiennes bougent, mais elles bougent, ça fait un moment qu'elles essayent de... Il se passe beaucoup de choses, on n'est juste pas au courant ou... On n'est juste peut-être pas informé. On n'est pas informé, bien sûr, parce que l'information privilégie certaines choses plutôt que d'autres. Si, il n'y a pas longtemps, on a parlé un peu de ces femmes qui voudraient conduire des voitures en Arabie Saoudite. Oui, ça existe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi n'interdit pas à une femme de conduire. Ah bon, c'est pas dans la loi? Non, c'est pas dans la loi. Comment se fait-il alors? C'est les mœurs, c'est dans... C'est la société elle-même? C'est la société elle-même, parce que peut-être elle a pas... C'est une société peut-être un peu trop... qui est encore patriarcale et qui a peur de ces femmes qui prennent leur envol, ça doit être ça. Mais en tout cas, la loi ne l'interdit pas. Les dirigeants de ce pays, ils sont aux quatre coins du monde, ils ont des propriétés, ils ont des biens, donc ils regardent le monde. Mais par la force des choses, ils sont coincés, parce que quand quelqu'un, serait-ce que quand une dame, elle a un de ses fils qui est très malade, elle ne peut pas le conduire à l'hôpital si le mari n'est pas là et le chauffeur est indisponible. Donc pour des raisons toutes pratiques, ils sont forcés de... C'est en train de changer par la force des choses. Et presque la même question pour Stéphane Greiner. Alors, tes livres, ton édition, est-ce que les médias en parlent un peu ou pas du tout?
Un petit peu. Il y a eu quand même quelques articles ici et là. Alors, oui, c'est ça. L'avantage, comme quoi Internet, c'est aussi énormément de belles et bonnes choses. On a commencé à parler de l'été de Paul et de Valimontréal grâce à des blogueurs, des lecteurs qui ont des blogs. Et effectivement, ça donne ensuite ça donne une lisibilité pour d'autres médias. Aujourd'hui, les spécialistes disent que la presse papier aujourd'hui a moins de pouvoir dans le secteur des livres que les blogueurs, effectivement. Il y a beaucoup de blogs qui font apparaître des auteurs qui disent des choses sur des livres qui, souvent dans les grands médias, ne sont même pas chroniqués. Oui, alors parce que d'abord, beaucoup de blogueurs ce sont des passionnés. Voilà. Et ensuite, ils reçoivent aujourd'hui, certains ont même des services de presse comme des journalistes. Oui, les éditeurs ont compris. Les éditeurs ont compris, oui. Effectivement. Ils envoient leurs livres à certains blogueurs, oui. Et ils ont gardé cette liberté de découverte. Non pas que les grands médias n'ont pas cette liberté de découverte, c'est qu'ils n'ont plus le temps. C'est-à-dire qu'un journaliste reçoit combien de services de presse dans la semaine? Il reçoit énormément, c'est une évidence, mais est-ce que, par exemple, les médias classiques en France, parisiens, je dirais, ne parlent-ils pas toujours des mêmes personnes? Est-ce qu'il ne faut pas être connu pour qu'on en parle? Oui, mais... Aline acquiesce un peu de... Non, mais c'est vrai. C'est comme j'ai fait un clip rap une fois, et il était très bien fait, et je pensais qu'il allait passer à la télé. Mais on me dit, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Elle est inconnue au bataillon, ta rappeuse, et elle était très bien. Pourquoi? Parce que j'ai dit, mais on m'a dit, on est en France. N'oubliez pas qu'en France, on est quand même raciste. Il faut le savoir, même si c'est tabou, même si on t'a dit comme ça, quand même. Oui, c'était quelqu'un qui était because. Peut-être que c'est un très grand éditeur de musique. Il a produit Prince, Madonna, enfin les plus grandes. Et voilà ce qu'il m'a sorti. J'ai dit, mais si, mais vous racontez n'importe quoi. On voit des blagues à la télé. Il m'a dit, oui, quand ils ont réussi, oui, mais pas avant. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose pour la littérature, mais au moins pour... De toute façon, c'est vrai qu'on a tendance en France, mais pour tout quasiment, il y a toujours un besoin de référence. Voilà. C'est un besoin culturel de référence. C'est-à-dire qu'on parle effectivement, on parle d'une entreprise quand elle est déjà au firmament, on parle d'un artiste quand il a déjà son public, on parle d'un chanteur quand il remplit déjà des zéniths, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Il n'y a pas que ça, bien sûr. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, bien sûr. Heureusement. Qui confirment la règle. Heureusement. Mais c'est vrai qu'on a une culture, on a un besoin culturel d'être rassuré avant de pouvoir dire, voilà. C'est quelque chose que je trouve qui est presque qu'ici j'ai ce sentiment-là. Il faut se justifier pour pouvoir ensuite qu'on nous donne un petit peu de lumière. Mais ça fait partie et on arrive à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a trouvé, qu'on a oublié quelque chose. Stéphane d'abord. Oh, bah, c'est très sympathique cette conversation. Je pense qu'on a passé un bon moment. On a fait un peu le tour quand même. Oui. Très bien. Et bien, bonne continuation à toi. Hein, merci. Bon vent. Aline aussi, peut-être quelque chose qu'on a oublié, un dernier mot. Non, si ce n'est juste que la vie reste belle quoi qu'il arrive, et je ne veux plus entendre dire qu'on est le pays des antidépresseurs, etc. Il y a autre chose, et voilà. Il est possible d'arriver au meilleur, n'est-ce pas? Oui, je pense. Eh bien, merci aussi à toi d'être venu dans Graffiti. Merci à Bonne vous continuation. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir entendus, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous, au revoir.